L'intervention ici, c'est vraiment pour reprendre la genèse de ce projet, comment à un moment donné ces chercheurs, ingénieurs de formation se sont retrouvés, ingénieurs pédagogiques. Donc, je vais essayer de vous faire prendre conscience des difficultés qu'on a rencontrées, des choix qu'on a pris pour essayer de résoudre ces difficultés. Je vais quand même vous donner d'abord mes affectations, parce que ça va intervenir à un moment donné dans la discussion. J'insiste pas trop là-dessus, mais ici je vais m'en servir après, donc je vais quand même vous les donner. Donc je suis collaboratrice scientifique à l'Université de Genève, TECFA, pour travailler justement sur ce projet ISUP, donc en tant que chercheur. Je donne aussi des cours là-bas. Je suis chef de projet technologue de l'éducation à la formation universitaire à distance en Suisse, où j'ai monté une équipe qui s'occupe de travailler sur la qualité pédagogique dans l'institution. Donc il y a accompagnement des filières de formation pour développer la qualité dans le dispositif de formation, accompagner même les enseignants eux-mêmes pour construire leurs cours. Donc voilà, ça c'est vraiment, je dirais, mes trois chapeaux actuellement. Et le troisième, je suis chargée de cours donc à l'Université de Genève et à l'Université de Fribourg. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, je vais aborder deux points. D'abord, le contexte de discussion, même si on ne va pas traiter des résultats même du projet, je veux quand même vous situer ce projet pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler. Et ensuite, les apports de l'expérience de ce projet, donc l'origine, les processus de travail, les outils, et puis les résultats perspectives en termes donc de processus de travail et de résultats. Alors, le contexte déjà, le projet ISUP, c'est... Oui, ça, finalement, j'ai pas changé. Le titre, c'est Dispositif hybride, nouvelles perspectives pour une pédagogie renouvelée de l'enseignement supérieur. C'est un projet européen dans les programmes, si vous connaissez, Lifelong Learning et Erasmus. C'est un projet qui dure 30 mois, qui se termine fin mars de cette année. Donc on a commencé fin 2009. Vous me corrigez là, n'hésitez pas. C'était en octobre 2009. Et donc les partenaires de ce projet sont l'Université catholique de Louvain avec Marcel Lebrun à l'UPM, l'Université de Fribourg avec Bernadette Charrier, l'Université de Genève Daniel Paraya, où je travaille aussi là avec lui, l'Université de Luxembourg avec Réginald Burton, qui est plutôt des statistiques, l'Université de Lyon 1 avec donc, le service d'ICAP et Christophe Battier, l'Université de Rennes 2 et Créal avec Geneviève Lameule, et donc il y a Olivier Rossier qui est également donc, à l'Université de Fribourg. Donc ça c'est au niveau du partenariat. Et les objectifs centraux du projet, c'est d'abord de décrire finalement les dispositifs hybrides et de tenter de mettre en évidence des configurations, des typologies. La perspective, donc pourquoi à un moment donné on veut construire finalement cette typologie, c'est justement pour analyser les effets de ces configurations spécifiques, de ces dispositifs, sur l'apprentissage et l'enseignement. Donc c'est vraiment les deux objectifs principaux, c'est d'abord de décrire les dispositifs, essayer en tout cas de tenter de mettre en évidence des configurations, pour pouvoir justement à un moment donné analyser des effets de ces configurations sur l'apprentissage et l'enseignement. Quand je dis apprentissage et enseignement, c'est donc l'apprentissage des étudiants, tel qu'il est perçu par les étudiants eux-mêmes et par les enseignants, et l'enseignement c'est vraiment sur la pratique, sur l'engagement des enseignants. Alors, l'origine du projet, on se posait la question justement en préparant cet atelier, finalement, en quoi et pourquoi finalement on articule théorie pratique. Mais finalement, c'est d'abord la condition même des projets LLL. Donc le projet qu'on a déposé là, c'est une des conditions du projet, c'est d'exploiter les résultats de recherche. C'est-à-dire que dans ces projets européens, vous devez absolument avoir un lot de travail qui s'occupe de l'exploitation des résultats. C'est-à-dire que vous avez donc une partie recherche, mais une partie aussi exploitation des résultats par des formations, en tout cas il faut pouvoir exploiter. Donc il y a une vraie articulation qui est attendue dans ces projets. De toute façon, c'est intégré dans le projet lui-même. Ensuite, je dirais que ça fait partie aussi de la démarche même de ce que j'appelle la technologie de l'éducation, je vais préciser ce que j'entends par là.
Et c'était un peu le domaine qui était partagé, en tout cas par les 3 personnes qui étaient au départ du cadre de recherche de ce projet, donc Bernadette Charrier, Daniel Perraille et moi-même. Donc je vais vous préciser de quoi je parle quand je parle de technologie d'éducation, parce que je ne pense pas que ce soit un concept absolument. Donc, je reprends ici un texte de Lapointe de 91 qui dit que, enfin, j'ai repris en synthèse, hein, c'est vraiment une approche qui vise la recherche et le développement de solutions à des problèmes qui se posent dans le monde réel, et ici en particulier donc, dans le cadre de l'enseignement et la formation. Donc on va vraiment le point, la finalité première, c'est ça. C'est vraiment ce qui fonde finalement cette approche, c'est finalement cette recherche de développement de solutions à des problèmes qui se posent. Alors, pour ça, on va mettre en œuvre trois types d'interventions. C'est d'une part déjà des interventions accompagnement de la qualité pédagogique, intervention, etc. Je pense qu'on parle ici généralement d'ingénierie pédagogique. C'est un terme, je pense, qui colle bien, je pense, avec cette partie-là, cet axe-là. Mais on va mettre aussi en place des activités de recherche, c'est un peu ce qu'on fait dans la suite. À un moment donné, on se pose des questions, on intervient sur le terrain dans des contextes particuliers, on se pose des questions, on se dit, ok, là je vois des choses qui m'interpellent et je voudrais mettre en place donc, des actions de recherche pour essayer d'aller plus loin, pour comprendre davantage ce contexte-là, ces questions que je me pose. Et cette recherche, à un moment donné, va pouvoir réalimenter cet accompagnement. Et idem, quand on va enseigner pour former des professionnels en technologie de l'éducation, la recherche va alimenter, mais également l'accompagnement qu'on fait en intervention. Donc je dirais que c'est vraiment ces 3 domaines qui sont tout le temps articulés. En tout cas, dans mon champ, j'ai été formée à Mons avec Christian de Pover, où c'est vraiment le domaine central de travail. C'est vrai qu'encore une fois, ce n'est pas un terme qu'on utilise beaucoup, mais en anglais, on parle d'educational technology. C'est vraiment un concept qui en tout cas reprend ces trois domaines d'intervention. Et je pense que c'est vraiment, on peut le rattacher à l'ingénierie pédagogique, sauf qu'il y a tout cet aspect de recherche et enseignement qui est important. Donc je dirais que ces 2 points-là, conditionnent quelque part cette articulation entre théorie et pratique, qui est assez évidente pour nous, en tout cas à l'origine du projet. Ce qui n'est pas forcément évident pour tous les partenaires du projet, on y reviendra. Parce que dans certains cas, certains sont vraiment chercheurs, enseignants, et pas forcément intervenants. Dans d'autres cas, il n'y a que des intervenants et qui ne sont pas chercheurs. Donc, on avait parfois des publics particuliers qui n'avaient pas forcément ces 3 champs d'intervention. Donc, ça, c'était un des problèmes qu'on a rencontrés dans le cadre du problème, en jeu aussi. Alors, donc, je vous disais, le cadre initial du projet a été construit par 3 professionnels qui combinent donc, ces 3 formes de compétences, hein, comme je vous ai dit, recherche, enseignement, intervention. Et aussi ce cadre, le cadre initial qu'on a publié en 2006 dans Licence Savoir, et qui a été un peu qui a fondé un petit peu le projet ISUP, a été construit sur base d'apports théoriques, mais aussi d'observations de terrain. Ce que je vous disais, nous-mêmes on intervenait dans des dispositifs hybrides depuis pas mal d'années. Moi j'avais observé un certain nombre de choses dans le cadre de l'assistanat que je faisais à TECFA. Et ma thèse, c'est vrai, elle est partie de là, de ces observations, avec cette volonté à un moment donné de mieux identifier, de mieux décrire ces dispositifs. Parce que j'intervenais dans différents types de dispositifs hybrides, et je m'étais dit, mais là, pour que je puisse comprendre les effets de ces dispositifs, il faut absolument que je construise un cadre de description, pour pouvoir à un moment donné mieux identifier leurs effets, et pouvoir mettre du sens sur les effets. Donc c'est vraiment partie d'observation au départ de l'autre. Alors, pourquoi ce projet collectif ISUP? C'était d'abord la volonté, à un moment donné, de confronter le cadre initial, qu'on avait construit à 3, au regard d'autres chercheurs. C'était vraiment... Je sais que c'est quelque chose qui était surprenant pour Geneviève, parce que je pense que ça n'a pas été assez dit au départ. On l'a probablement dit, mais on était un peu pris dans l'urgence du projet, il n'y a pas eu de temps, en tout cas, pour, à un moment donné, pouvoir en discuter vraiment. Ça n'a pas été vraiment pris... Mais moi, j'avais ça en tête au départ, quand j'ai construit le projet, je voulais vraiment pouvoir confronter le cadre initial au regard d'autres chercheurs. Et puis le mettre à l'épreuve aussi par la recherche empirique, très clairement. Donc on était quand même sur un cadre assez théorique, même s'il était fondé sur des observations et sur la théorie, on avait besoin à un moment donné de le mettre à l'épreuve. Alors pourquoi ce partenariat, que je vous ai montré juste avant?
C'est vrai, c'est comme dans tout projet, hein, quand on met en place ce genre de projet, d'abord on va solliciter dans notre réseau les personnes qu'on considère comme particulièrement compétentes et potentiellement intéressées par ce sujet. Et puis on a aussi la contrainte, pour ceux qui connaissent, des dépôts de projets européens. On doit avoir un certain nombre de partenaires qui sont représentés dans différents pays. Donc, voilà. Donc il y avait deux éléments, je dirais, qui sont intervenus. Alors, les processus de travail, tu me dis hein, si je dois aller plus vite à un moment donné. Au niveau des processus de travail, je dirais qu'il y avait vraiment une nécessité, puisqu'on travaille quand même dans des partenariats dans différents pays, comme vous avez vu. Donc on est vraiment, en fait, dans un espace, on a dû construire à un moment donné, on a eu une nécessité en tout cas de construire un espace de collaboration hybride. Quand je dis hybride, c'est parce qu'on avait aussi du présentiel à un moment donné, des réunions présentielles, mais on avait beaucoup de travail à distance aussi à réaliser. Avec toutes les mêmes difficultés qu'on peut retrouver dès qu'on travaille en collaboration à distance, et donc on a retrouvé les mêmes problèmes. Hein. Donc quelles sont ces conditions finalement pour ce type d'espace? C'est d'abord des interactions, ce que moi j'appelle les interactions sociales riches. Ce sont vraiment des interactions qui permettent, qui sont de l'ordre du débat, de l'argumentation, qui sont quand même pas toujours évidentes à faire à distance, et on a besoin à un moment donné de ce présentiel. Donc ça, là il y a eu toute la discussion à un moment donné de savoir mais qu'est-ce qu'on prend comme priorité quand on se trouve ensemble. Il y avait parfois un peu la tendance de traiter des choses qu'on aurait pu faire à distance, et à un moment donné on s'est dit non, là, il faut vraiment profiter de ce présentiel pour vraiment avoir ces interactions sociales riches entre nous. Il y avait le climat social favorable aussi à constituer. Ça c'était un point quand même important, je vais revenir, les technologies adaptées pour pouvoir travailler à distance, et un autre point fondamental, la coordination, qui est quand même assez fondamental pour mettre en place la collaboration. Alors, c'est vrai que ces conditions n'étaient pas vraiment réunies complètement au départ, au démarrage, donc d'abord on n'avait pas beaucoup de présentiel qui était organisé, prévu dans le projet, pour des questions financières, donc on avait essayé de mettre le plus possible sur le budget personnel. Donc tout ce qui était réunion présentielle, c'était un petit peu difficile. Et puis il y avait un manque de familiarité entre certains partenaires, c'est-à-dire que nous on est allé chercher des personnes dans notre réseau, mais qu'on ne connaissait pas forcément bien. En plus on avait des personnes avec des statuts différents, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des chercheurs enseignants, il y avait des ingénieurs pédagogiques, des personnes aussi qui sont arrivées dans le projet en cours de route. On avait donc, ce manque de familiarité était quand même très problématique au démarrage, et on a dû vraiment arriver petit à petit à construire la confiance, et ça a pris pas mal de temps. On a aussi des difficultés, on a eu des difficultés avec les technologies utilisées, et un gros souci quand même au niveau de la coordination à un moment donné, donc on a vraiment tout simplement, je pense, un manque d'habitude pour certains partenaires de faire de la coordination, et donc il a fallu à un moment donné aussi se reposer des questions par rapport à ça. Donc on a dû réguler assez rapidement le cours de projet sur ces différents points, donc on a repris en main la coordination, on a ajouté des présentiels aussi, des réunions de travail à distance. On en est arrivé plus ou moins à 10 réunions jusque maintenant, on va encore en avoir une dernière, on fait 11 réunions sur les 30 mois. Présentiel, alors qu'au départ on en avait quand même moins prévu. Bon, ça pose des problèmes financiers aussi, hein, ça ne vous cache pas. Et ça demande de la créativité. Donc, ajout aussi de technologies adaptées aux besoins, et surtout formation aux technologies, parce qu'il y a quand même, là, quand je vous disais qu'il y avait des différences aussi de compétences, mais c'est aussi au niveau technologique. Il y a des gens qui étaient vraiment très peu familiarisés avec même les technologies de base, donc c'était compliqué, donc, surtout quand on travaille à distance comme ça dans ce type de projet. Donc à un moment donné, il faut repérer là où il y a des difficultés, puis coacher, quoi. Il n'y a pas que ça, et amener les gens à pouvoir nous rejoindre dans le groupe. Et puis un élément fondamental du projet, ça a été la démarche d'évaluation, dont Annick va parler juste après, qui là aussi fait partie intégrante du projet, c'est-à-dire qu'on a un lot de travail pour la qualité du projet, évaluer la qualité. Donc ça aussi, dans les projets européens de ce type, on doit avoir un lot qui s'occupe de ça. Et ça a été pris en charge par l'Université de Fribourg, Annick en parlera. Ça va là jusque-là? Combien? Ok.
Alors, moi, je pourrais en parler pour longtemps, évidemment, si je n'ai plus de début de prochain en plus, on va m'arrêter. Alors, au niveau des résultats, je vous disais, on avait... moi, j'avais en tout cas clairement l'envie, à un moment donné, peut-être commencer par ce qui était plus positif. Donc, concernant la mise à l'épreuve et la recherche par la recherche empirique, alors là, très clairement, on a des résultats vraiment de qualité, je pense, intéressants, qui amènent des perspectives pour la pratique et pour des recherches futures. Là, de ce côté-là, on a vraiment, je pense, réussi sur cet objectif-là. Maintenant, là où je pense vraiment qu'on a des choses encore à faire, dans la perspective, on aimerait bien déposer un autre projet, c'est vraiment sur la confrontation du cadre au regard des autres partenaires, des cadres initiaux qui n'a pas finalement été beaucoup remis en question. Et là, c'est vraiment, il y a vraiment une difficulté d'appropriation pour certains et parfois même pour d'autres une appropriation mais sans remise réelle en question. Donc là, je pense qu'il y a peut-être là, ça vaudrait la peine à un moment donné de prendre du temps. Parce qu'on sent bien qu'il y a une volonté de certains de vouloir amener d'autres choses, mais il n'y a pas une intégration par rapport au cadre théorique qu'on avait au départ. Alors, un deuxième point sur les résultats au niveau des processus, moi je dirais que tout ce qui est plutôt positif, c'est qu'on a quand même effectué un travail important par rapport pour un projet européen, en tout cas par tous les partenaires. Le climat est quand même devenu plus favorable aux échanges. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui ont joué. Il y a la coordination, je pense, qui a eu un impact, mais il y a aussi de nouvelles personnes qui sont arrivées. Il y a un apprentissage important de l'usage des technologies aussi pour collaborer à distance. Donc je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont une plus-value évidente en termes d'appropriation des technos. Parce qu'il y a eu un coaching aussi, une formation, je pense, sinon ça aurait été à mon avis assez compliqué. Et puis une meilleure connaissance des compétences des partenaires et de ce qu'on peut attendre de chacun, et ça nous permettra aussi d'aller plus loin par la suite avec eux. Mais c'est vrai qu'il reste quand même encore quelques tensions qui ne sont pas toujours pleinement exprimées, donc ça, je pense que ça pourra s'exprimer plus tard dans la suite du projet. Et je dirais qu'en perspective, on a encore donc à améliorer les conditions de travail en commun, l'espace de collaboration hybride, et notamment par une charte de collaboration, plus de temps pour partager les visions des partenaires, etc. Je ne vais pas revenir trop davantage. Je vais laisser du temps à la discussion. Je crois que j'ai fini. Voilà. Merci Nathalie. Donc...